Quelles sont les conséquences de l'idéologie naturaliste sur la vie personnelle? Tout comme l'idéologie spiritualiste, le naturalisme scientifique détermine une façon de voir le monde, la société, les autres, la nature et les animaux, les valeurs morales et éthiques, la politique, etc., comme nous l'avons vu précédemment. Mais cette idéologie naturaliste influe également sur nous-mêmes, dans nos propres réactions, pulsions, pensées, convictions, prises de position, conscience et actions de tous les jours. C'est une entreprise des plus difficiles, tant nous sommes les produits d'idées reçues, de réflexes, biais divers, d'influences allant du religieux au politique en passant par le social. Dans une optique naturaliste, tout est déterminé, voire probabiliste, au sens du chaos déterministe, ou encore du fait de la mécanique quantique. En fait, nous n'avons jamais à l'esprit l'ensemble des motifs et déterminants qui nous conduisent à telle pensée ou telle action. Mais nous avons en permanence le sentiment indéracinable d'être libre et responsable, coupable, de nos pensées et actions, de par les structures comme le cortex singulaire antérieur et le précuneus, comme nous l'avons vu précédemment. Ériger ce sentiment au niveau d'une vérité ontologique pose évidemment problème. Le sentiment amoureux existe, effectivement, mais le Cupidon, non. Cette croyance dans le libre arbitre ontologique nous amène à des passions tristes, comme la haine, la vengeance, l'intolérance, le racisme, la domination avec des sentiments de supériorité des uns sur les autres, ce que nous allons détailler. Baruch Spinoza peut être considéré comme un précurseur du naturalisme, puisque pour lui la nature est la somme de tout ce qui existe, en rejetant explicitement tout recours à des causes extérieures, surnaturelles, pour expliquer le monde. Pour lui, nous sommes victimes de passions tristes, du fait de notre incompréhension des causes réelles qui nous affectent, et de notre croyance erronée en un libre arbitre qui nous permettrait de les contrôler. La compréhension des liens entre passion triste et inexistence du libre arbitre est essentielle pour atteindre une vie empreinte de sagesse et de contentement, selon Baruch Spinoza. Les passions sont des affects qui influencent notre comportement et notre bien-être. Parmi ces passions, Spinoza distingue les passions tristes et les passions joyeuses. Les passions tristes diminuent notre puissance d'agir et nous rendent plus vulnérables. La haine, elle nous consume et nous éloigne des autres. La peur, elle nous paralyse et limite nos actions. L'envie nous pousse à désirer ce que les autres ont au lieu de cultiver notre propre puissance. Le remords nous ronge après avoir commis une action que nous regrettons. La tristesse, elle nous affaiblit et nous rend passifs. La haine est d'une actualité brûlante, quotidienne. Pour la psychanalyste et psychiatre Anne Loncan, l'illusion du libre arbitre correspond au fait que je ne peux pas haïr autrui si je ne le crois pas libre. Comprendre que son comportement est déterminé par les lois de la nature dépassionne mon rapport à lui. Le fantasme du libre arbitre d'autrui est nécessaire pour qu'il soit l'objet de haine. La haine tomberait d'un ou plusieurs crans si la liberté qu'on a supposée à son objet n'était qu'illusion. Simple analogie en cohérence avec cette idée, développer une haine envers un animal qui ne peut faire que ce que ses déterminants lui commandent de faire serait une démarche idiote. En revanche, il faut s'en protéger si l'animal en question est dangereux. Autre passion triste, l'envie. L'envie est un ressentiment éprouvé face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. C'est une passion triste inconsistante car elle repose sur l'idée erronée que nous pourrions agir autrement que nous le faisons. L'envie découle d'une méconnaissance des causes réelles qui nous déterminent et de la croyance en un libre arbitre illusoire. Pour Bertrand Russell, l'envie est la plus importante des causes du malheur moral. Une autre passion triste rencontre des remords et des regrets, c'est-à-dire des sentiments liés à la culpabilité. Mais pouvons-nous faire autrement que ce que nous faisons? Quel remords, regret ou culpabilité si l'on fait au mieux à chaque instant, dans le cadre de la meilleure survie possible, en se fourvoyant bien souvent évidemment. On pourrait faire sienne la devise de Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Peut-être faudrait-il pouvoir penser par soi-même. C'est en tout cas l'injonction d'Emmanuel Kant et de nombre de philosophes, ce qui revient à dire « marche avec tes jambes », une sorte de truisme. Mais on peut l'entendre comme un appel à l'émancipation intellectuelle par la culture et la curiosité, afin de sortir d'un état de tutelle, avec ses déterminants sociaux, les idées reçues, les préjugés, et oser penser de manière libre, en utilisant son propre entendement, c'est-à-dire sortir du rang qui nous a été assigné dès la naissance, ici et pas ailleurs, maintenant et pas il y a 100 ans, en regardant comment marchent les autres, ailleurs et dans le passé. C'est la belle devise de l'Université de Lorraine. Faire dialoguer les savoirs, c'est innover. Mais penser par soi-même ne serait-ce pas, en pratique, penser contre son cerveau, comme le précisait le philosophe Gaston Bachelard. Le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique, autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il faut penser contre le cerveau. Mieux connaître nos nombreux biais cognitifs et s'en méfier, c'est penser contre son cerveau. La vraie pensée se trouve au-delà de ce que notre cerveau nous dicte instinctivement. Voici quelques biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de la pensée qui peuvent affecter nos jugements et décisions. Le biais de confirmation, qui est la tendance à rechercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. L'effet de halo, la tendance à juger une personne, un objet ou une situation positivement ou négativement en fonction de notre impression générale initiale. L'erreur d'attribution, ou la tendance à attribuer le comportement des autres à leur caractère plutôt qu'à des facteurs situationnels. Penser contre son cerveau, c'est aussi prendre conscience des dissonances cognitives. Une dissonance cognitive décrit la tension interne qu'une personne ressent lorsque plusieurs de ses pensées, croyances, émotions et attitudes entrent en contradiction les unes avec les autres. Ne pas vouloir ce qu'on veut, vouloir ce qu'on ne veut pas. Quand nos actes contredisent nos pensées. Un toxicomane qui voudrait, mais ne peut pas arrêter la drogue. C'est bien une personne consciente des effets négatifs sur sa santé, sa vie sociale, sa famille, mais qui n'arrive pas à se libérer de sa dépendance. Dans ce cas, que doit-on penser de son libre arbitre? Il est endommagé, perdu? À quel moment ce libre arbitre aurait été perdu? Et comment? Penser contre son cerveau, c'est aussi distinguer les croyances vraies des croyances adaptatives. Les croyances vraies, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Les plantes ont besoin de lumière pour la photosynthèse. La force de frottement ralentit un objet en mouvement. Ces croyances sont universelles, objectives, correspondant à des faits vérifiables comme les lois de la physique, les résultats d'une expérience scientifique, les données statistiques, etc. Les croyances adaptatives, c'est par exemple « je peux apprendre de mes erreurs »,« je crois en Dieu », mais la croyance en Dieu peut être considérée comme adaptative dans le sens où elle offre un réconfort émotionnel, un sens de l'appartenance et des réponses virtuelles aux questions existentielles. Autre exemple de croyance adaptative, les avancées techniques vont nous sauver du dérèglement climatique, ce qui n'est en rien prouvé. Chaque humain possède une volonté libre de tout déterminant. Ce sont des croyances personnelles, subjectives, discutables, basées sur des interprétations, des biais cognitifs, des illusions ou des désirs, et non pas sur des preuves solides. Sans convoquer l'argument de la conséquence, il existe des bénéfices importants dérivant du naturalisme scientifique. Par exemple, il existe dans ce paradigme une responsabilité de chacun, mais pas de culpabilité. Et plutôt que de se blâmer soi-même pour certaines décisions, on peut reconnaître que nos actions sont souvent influencées par des facteurs extérieurs et intérieurs que nous ne contrôlons pas. Autre exemple, moins de pression sur les décisions. Si l'on croit que nos choix sont déterminés par des forces extérieures et intérieures, on peut ressentir moins de pression en convenant que l'on fait pour le mieux dans une situation donnée.
C'est aussi moins de jugement envers les autres. On comprend que chacun est influencé par des facteurs complexes et qu'il n'est pas toujours possible de faire des choix idéaux. C'est enfin moins de stress existentiel. La croyance indue en un libre arbitre peut générer un stress existentiel lié à la culpabilisation de nos actions. Sans cette chimère, nous ressentons plus d'empathie envers soi-même et les autres. Une question centrale, dans ce paradigme naturalisme, aurais-je pu faire mieux? Probablement, mais avec d'autres déterminants. Dans cette optique naturaliste, quelles sont les implications dans nos relations avec les autres? Il semble utile et pertinent d'adopter une communication non violente assortie d'assertivité, c'est-à-dire faire valoir ses droits, ses opinions et ses demandes de manière constructive, sans passivité ni agressivité, avec empathie, authenticité et responsabilité. Soit finalement une plus grande tolérance, car chacun fait au mieux en fonction de la situation du moment, avec parfois des erreurs que l'on ne perçoit que par la suite, mais sans tout tolérer du fait des règles de vie en société, donc une responsabilité sans culpabilité. Il existe de nombreuses résistances à penser autrement. Les idées reçues font bien souvent de la résistance à notre insu, et il faut sans cesse revenir sur le fond. Dans quelle vision du monde suis-je quand je pense comme ceci ou comme cela? Il existe aussi ce qu'on appelle une dépendance au sentier. Une fois le sentier tracé, personne ne veut défricher un raccourci envahi de ronces. Même si l'on connaît une solution plus efficace que la solution actuellement retenue, cette solution n'est pas forcément adoptée. Il faut faire preuve également d'une vigilance soutenue. Les réflexes, biais cognitifs, idées reçues, prennent rapidement le dessus. Quels sont les déterminants à l'œuvre dans cette pensée, cette situation? Tout ceci amène à une meilleure autonomie, un concept bien plus pertinent que la pseudo-liberté de la volonté. Certains diront que si tout est déterminé, on ne peut que ressentir une sorte de chape de plomb, un manque d'oxygène au quotidien, une impression d'étouffer. Comme l'exprime le philosophe naturaliste Miguel Spinoza, il n'en est rien. Chaque être humain ne peut témoigner que par lui-même, et j'avoue que je ne me sens ni asphyxié, ni écrasé par la nécessité causale qui constitue ma vie. Le fait que la vie soit en grande partie imprévisible, incontrôlable, doit y être pour beaucoup. Il faut se rappeler que la sensation spontanée de liberté ne disparaît pas pour autant quand on est naturaliste. Autre témoignage, celui du philosophe et neuroscientifique Sam Harris. Parlant d'expérience personnelle, je pense que perdre le sens du libre arbitre n'a fait qu'améliorer mon éthique, en augmentant mes sentiments de compassion et de pardon, et en diminuant mon sentiment de droit au fruit de ma propre chance. Perdre confiance dans le libre arbitre ne m'a pas rendu fataliste. En fait, cela a accru mon sentiment de liberté. Tout comme on ne tirerait pas une conclusion durable sur soi-même sur la base d'une brève expérience d'indigestion, on n'a pas besoin de le faire concernant ce que l'on a pensé ou comment on s'est comporté dans le passé. Un changement créatif, des apports au système, acquérir de nouvelles compétences, nouer de nouvelles relations, adopter de nouvelles compétences d'attention, peut transformer radicalement la vie d'une personne. La démarche du naturalisme scientifique ne peut que conduire à un certain nombre d'engagements. Par exemple, le naturalisme suscite la curiosité et l'exploration de la réalité telle qu'elle est, sans recourir à des explications surnaturelles. Le naturalisme encourage également la préservation de notre environnement et la prise de conscience de notre interconnexion avec la nature. S'engager dans cette perspective naturaliste devrait motiver des actions en faveur de la protection de la planète, des humains, du vivant.